Un soir de l'année 1997, deux randonneurs habitués aux longues marches et aux nuits passées en pleine nature traversaient une forêt. Pendant qu'ils avançaient, l'un d'eux ramassait du bois pour allumer un feu plus tard dans la soirée. À un moment, il a ramassé quelque chose en pensant qu'il s'agissait d'un simple morceau de bois. Sur le moment, il n'y a pas vraiment prêté attention. Mais en regardant de plus près, il a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Ce qu'il venait de ramasser n'était pas du bois, c'était un os humain. C'est à partir de cet instant qu'une enquête particulièrement complexe a commencé. Une affaire qui allait demander énormément de temps, d'efforts et de travail aux enquêteurs, avant que la vérité ne soit enfin révélée. Avant de commencer, restez bien attentifs, parce que dans cette histoire, chaque détail compte. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Mesty Crime. Si vous découvrez la chaîne pour la première fois et que vous aimez les histoires vraies, les affaires criminelles et les enquêtes mystérieuses, alors vous êtes au bon endroit. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et si vous voulez soutenir la chaîne, pensez aussi à laisser un like. Maintenant, si vous êtes prêts, on commence. L'histoire d'aujourd'hui commence à l'été 1996, avec un enquêteur nommé Matthias Bachmeier. Il avait 49 ans et vivait dans le comté de King, dans l'État de Washington. L'histoire de cet homme aux États-Unis s'est globalement bien déroulée, même s'il y avait certaines choses auxquelles il n'a jamais vraiment adhéré ou cru. Dans l'ensemble, il avait réussi à atteindre ses objectifs. Il faisait un métier qu'il aimait, c'était un homme respecté, apprécié de ses collègues et de son entourage. Sa vie était stable. Pendant 25 ans, il a travaillé comme enquêteur dans le comté de King. Il a été confronté à de nombreuses affaires complexes qu'il a réussi à résoudre. Par la suite, il a été promu au grade de sergent. Matthias venait d'une famille très religieuse. Il était le deuxième d'une fratrie de 11 enfants. À l'adolescence, il avait un côté un peu rebelle et s'est retrouvé impliqué dans des situations qui ont marqué sa jeunesse. Il y avait notamment une période où il voulait visiter des prisons par curiosité, mais les choses ont mal tourné. Il s'est fait arrêter et a fini en centre de détention. À sa sortie, il s'est promis de ne plus jamais emprunter ce chemin-là. Son objectif est alors devenu clair, devenir policier. En 1971, il a réussi à réaliser ce rêve et a rejoint l'État de Washington, plus précisément le comté de King, où il a trouvé un emploi dans les forces de l'ordre. Plus tard, il a épousé une femme nommée Cheryl et ils ont eu un fils prénommé Jeff. Mais leur relation n'a pas fonctionné et ils ont fini par se séparer. La mère a obtenu la garde de l'enfant. Matthias est resté vivre seul pendant un temps jusqu'à ce que son fils, une fois plus âgé, revienne vivre avec lui à Washington. Puis, plus tard, Jeff a fini par quitter la maison à son tour. Ensuite, il a continué à vivre une vie plutôt tranquille. Et même s'il habitait seul, Matthias n'était pas du genre à se laisser aller ou à se plaindre. Il s'occupait constamment, il aimait réparer des voitures et il passait beaucoup de temps à remettre en état celles des autres. Il entraînait aussi des enfants dans un club de football et il avait une passion particulière pour le bowling, qui était clairement son activité préférée. La plupart du temps, on le retrouvait dans une salle appelée Skyway Park Bowl. Au travail, il était très respecté, aussi bien par les policiers que par les enquêteurs. Les plus jeunes le considéraient comme une sorte de mentor, et il occupait une place importante au sein de son équipe. À 49 ans, Matthias a également commencé à fréquenter une collègue, une policière qui travaillait dans le même service que lui. Elle s'appelait Robbie Myers et avait aussi une quarantaine d'années. Au départ, ils étaient simplement collègues, mais avec le temps, leur relation a évolué et ils sont devenus un couple. D'après ce que l'on sait, tout semblait aller pour le mieux pour Matthias, jusqu'au jour où tout a basculé. La vie qu'il avait construite avec tant d'efforts allait soudainement s'effondrer sous ses yeux. Le 9 juillet 1996, le centre d'urgence 911 commence à recevoir plusieurs appels provenant d'habitants d'un quartier signalant un incendie particulièrement violent dans une maison. Les informations sont immédiatement transmises aux pompiers et à la police, qui se rendent sur place. Très vite, ils reconnaissent qu'on l'adresse. Il s'agit de la maison de Matthias, un policier bien connu dans le comté. Les équipes se précipitent sur les lieux, la maison est déjà complètement en flammes. Il est évident que personne ne pourrait encore se trouver à l'intérieur. Les pompiers se mettent immédiatement au travail pour maîtriser l'incendie. Pendant ce temps, Matthias arrive en courant, complètement choqué. Heureusement, il n'était pas chez lui au moment des faits. Il se trouvait à la salle de bowling, comme à son habitude. On est allé le chercher là-bas.
pour lui annoncer la nouvelle. Les voisins et les autorités lui confirment que sa maison est en feu. Sur place, la police est déjà présente. Tout le monde est soulagé de savoir qu'il n'y a pas de victimes. Une fois l'incendie maîtrisé, les experts en sciences et incendie commencent les premières analyses pour déterminer l'origine du feu, accident ou acte volontaire. Des chiens spécialisés dans la détection d'accélérants sont également envoyés sur place. Leurs recherches révèlent des traces suspectes à plusieurs endroits de la maison. Dans la cave, le salon, la cuisine et à 2 autres points dans les couloirs. Tout indique qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais bien d'un incendie criminel. La maison est totalement détruite et les dégâts sont estimés à environ 121 000 $. La question devient alors évidente. Qui a bien pu faire ça? Qui aurait osé incendier la maison d'un policier? Les enquêteurs ouvrent immédiatement une enquête et commencent à inspecter les lieux à la recherche du moindre indice. Sur un morceau de bois, du côté opposé au garage, ils découvrent une inscription « Les porcs mangent les déchets ». Juste en dessous, il est écrit « You're dead » avec une faute d'orthographe. Et encore en dessous, une autre inscription « Rue des Feuilles ». On pense alors immédiatement que la personne qui a écrit ce message pourrait avoir un lien direct avec le travail de Mathias. En tant qu'enquêteur, il avait forcément été en contact avec de nombreux criminels et il est possible que l'un d'eux lui en veuille personnellement. Les soupçons se portent notamment sur un individu du nom de Wadalobi Lubi Rius. La signature retrouvée sur les lieux semble renvoyer à ce nom, ce qui laisse penser que l'auteur de l'incendie pourrait avoir un lien avec lui. Mathias avait effectivement eu un incident grave avec cet homme environ 8 ans plus tôt, le 4 février 1988. Ce jour-là, alors qu'il circulait en voiture, il avait repéré Lubi dans une zone connue pour des activités suspectes, probablement liées au trafic de drogue. Mathias s'était approché pour l'interpeller et lui demander ce qu'il faisait là. Mais la situation avait rapidement dégénéré. Sans répondre, Lubi avait sorti une arme et avait ouvert le feu sur lui. Mathias avait alors répliqué en légitime défense et avait tiré 3 coups de feu, entraînant la mort de l'individu. L'affaire avait été classée comme de la légitime défense, et Mathias n'avait pas été poursuivi. Cependant, Lubi laissait derrière lui une famille, une femme et 6 enfants, qui avaient ensuite traversé de grandes difficultés financières et personnelles. C'est donc une piste sérieuse, un membre de cette famille, ou plusieurs d'entre eux, auraient pu chercher à se venger de Mathias. Une vengeance qui expliquerait l'incendie de sa maison. Heureusement, il n'y était pas au moment des faits. Les enquêteurs ont alors commencé à interroger la famille de Lubi. Lors de ces auditions, ils ont effectivement constaté une forte rancune envers Mathias. Cependant, rien ne permettait de prouver qu'ils étaient incapables de passer à l'acte de cette manière, ni qu'ils connaissaient l'emplacement de sa maison au moment des faits. Malgré ces éléments, les enquêteurs restent prudents. La piste est étudiée, mais elle ne suffit pas à conclure qu'il s'agit des responsables de l'incendie. Après ça, personne ne semblait avoir de lien direct avec l'incident. Ni proche, ni connaissance, ni piste claire. Le problème, c'est que Lubi évoluait dans un milieu très large, entouré de personnes liées à la drogue et à différents gangs. Il était donc impossible de retracer tous ses contacts. Résultat, les enquêteurs se retrouvent sans véritable piste exploitable. Malgré tout, l'enquête continue. Il s'agit d'une affaire visant un policier et un agent a déjà été blessé. Pour la police, il est hors de question de laisser le responsable s'en sortir. De son côté, Mathias reste profondément marqué par ce qui s'est passé, mais il refuse d'abandonner son travail. La police lui propose de prendre du repos, le temps de se remettre, mais il préfère reprendre le service. Il veut rester occupé, éviter de trop penser à l'incident, et finalement, la vie reprend son cours. Du moins en apparence. Jusqu'au début du mois de septembre 1996, environ 2 mois après l'incendie, quand une nouvelle affaire vient tout bouleverser. La police reçoit un appel de Robiera, la compagne de Mathias. Comme je l'ai mentionné, elle travaillait elle aussi dans la police, et à ce moment-là, elle était en congé. Elle contacte les autorités pour partager une inquiétude qui la travaille. Après l'incendie, elle affirme avoir découvert quelque chose d'étrange. Dans une cabane située derrière la maison de Mathias, se trouvaient toutes ses affaires de valeur, ses armes, ses trophées de bowling, ainsi que plusieurs objets d'art coûteux. Autrement dit, tout ce qui avait de la valeur avait été déplacé dans cette cabane, à l'extérieur de la maison. Ce qui est surprenant, c'est que ces objets n'ont pas été touchés par l'incendie. Lorsqu'elle en parle à Mathias, elle lui demande des explications.
Il lui répond qu'il s'agit simplement d'une coïncidence. Il aurait déplacé ses objets de valeur parce qu'il prévoyait des travaux dans la maison. Après ces éléments, les enquêteurs ont essayé de clarifier la situation avec sa compagne afin d'éviter toute confusion. Ils lui ont posé directement la question: pourquoi n'avoir rien signalé plus tôt après avoir découvert ces informations? Elle a expliqué qu'elle voulait d'abord être certaine de ce qu'elle avançait et qu'elle avait peur de perturber l'enquête sans preuve concrète. Elle a également ajouté qu'elle avait récemment entendu Mathias raconter une version différente de certains événements à des proches. Selon elle, il aurait affirmé s'être fait cambrioler la nuit précédant l'incendie de sa maison. Face à ces contradictions, elle est allée le confronter directement. Comment ça, tu t'es fait cambrioler? Pourquoi tu n'en as pas parlé plus tôt? C'est à ce moment-là que Mathias aurait livré une autre version des faits. Il a expliqué qu'une nuit, alors qu'il était en service, il aurait repéré une voiture suspecte et serait intervenu pour l'intercepter. L'intervention aurait mal tourné. Le véhicule aurait fini par faire un tonneau. À l'intérieur, il aurait découvert de la drogue ainsi que de l'argent liquide. Selon ses déclarations, il n'aurait pas suivi la procédure habituelle. Au lieu de prévenir ses collègues, il aurait gardé la drogue et l'argent, laissant les deux individus repartir sans arrestation officielle. Par la suite, il aurait affirmé que l'un des hommes, un certain Jess Baby Hernandez, serait revenu chez lui la nuit précédant l'incendie pour le cambrioler. Toujours selon son récit, un accord aurait ensuite été trouvé entre eux, restitution de l'argent et de la drogue en échange des objets volés. Mathias affirme avoir récupéré ses biens et les avoir ensuite entreposés dans une cabane située derrière sa maison, le temps de régler la situation. C'est précisément dans cet espace que les enquêteurs ont retrouvé les objets après l'incendie, ce qui correspond à sa version. Mathias explique enfin que l'incendie s'est produit peu après, avant qu'il n'ait eu le temps de remettre les affaires à leur place. Il admet également avoir menti au début, par honte de ses décisions. Roberta, sa compagne, n'était pas convaincue par cette version des faits. Trop d'éléments restaient incohérents à ses yeux. Incertaine, elle a fini par contacter la police et leur transmettre tout ce qu'elle savait. À partir de là, les enquêteurs ont immédiatement repensé à un détail relevé par les experts en incendie lors des premières constatations. L'incendie ne s'était pas déclaré en un seul point, mais à plusieurs endroits dans la maison. Le salon, la salle à manger, les couloirs. Autre élément inquiétant, la présence d'un système retardateur. Le feu n'avait pas pris immédiatement. Quelque chose avait été mis en place pour différer le départ des flammes, permettant à la personne responsable de quitter les lieux avant la propagation de l'incendie. Cette configuration a rapidement orienté les soupçons vers un acte réfléchi et planifié. Les enquêteurs ont envisagé une hypothèse. L'incendie aurait pu être déclenché alors que Mathias se trouvait à la salle de bowling, comme à son habitude. Mais une question restait centrale. Pourquoi un policier aurait-il incendié sa propre maison? Et dans quel but? Face à ces incohérences, Mathias a été de nouveau convoqué. Les enquêteurs l'ont confronté à l'ensemble des éléments recueillis et lui ont demandé de dire la vérité en lui rappelant que sa coopération pouvait jouer en sa faveur. Mathias a accepté de parler, mais il a maintenu sa version. Il travaillait ce soir-là et n'était pas présent au moment de l'incendie. Après la version donnée par les différentes personnes impliquées, les enquêteurs ont noté plusieurs incohérences dans les récits. Les détails concernant la drogue et l'argent ne correspondaient pas toujours. Selon certains, ils auraient été récupérés directement dans la maison, tandis que d'autres affirmaient qu'ils avaient été saisis ailleurs, sur la route. Dans ce contexte déjà confus, Mathias restait inquiet et refusait que la situation lui échappe. Craignant de nouveaux problèmes, il a décidé de reprendre l'initiative et de retrouver Jess Baby Hernandez afin d'obtenir des explications directement en face à face. Il expliquera plus tard avoir essayé de le localiser à plusieurs reprises, sans succès, jusqu'au jour où un événement inattendu va relancer l'affaire. Alors qu'il se trouvait dans un commissariat du comté de King, il aperçoit un individu interpellé par la police. Cet homme s'appelait James Brad Leran, surnommé Brad. Il avait été arrêté dans une affaire liée à des violences. En comprenant qu'il pourrait s'agir de la deuxième personne présente dans le véhicule, cette fameuse nuit, Mathias demande immédiatement à pouvoir lui parler. Une fois l'entretien obtenu, les deux hommes se retrouvent face à face. Brad le reconnaît aussitôt et réagit avec ironie. « C'est toi qui as brûlé la maison ?» Mathias, lui, revient directement sur le sujet principal et évoque Jess Baby Hernandez et l'incendie.
Brad finit par confirmer une implication. Selon lui, Baby aurait effectivement participé à l'incendie, et il aurait lui-même été impliqué dans les faits. Il ajoute que la situation serait liée à la drogue volée et à une volonté de vengeance après la restitution partielle de celle-ci. Suite à cet échange, Mathias promet à Brad de l'aider dans son affaire de violence en échange d'une déclaration écrite détaillant leur implication dans l'incendie. Brad accepte et rédige un aveu. Lors de l'interrogatoire suivant, Mathias présente alors aux enquêteurs cet écrit, en l'utilisant pour appuyer ses soupçons et renforcer ses accusations. Selon la déclaration présentée, Mathias a remis aux enquêteurs un document signé dans lequel Brad aurait reconnu son implication dans l'incendie de sa maison, ainsi que celle de Jess Baby Hernandez. Mais à ce moment précis, un autre dossier vient compliquer totalement l'affaire. Une enquête pour disparition est déjà en cours. Brad n'a plus donné signe de vie depuis près de 2 mois. Aucune trace, aucune nouvelle. Et c'est là que les incohérences commencent à apparaître. Mathias affirme pourtant avoir rencontré Brad, lui avoir parlé en face à face, et obtenu de lui ses aveux signés concernant l'incendie. 2 versions s'opposent alors frontalement. D'un côté, un homme officiellement disparu. De l'autre, un témoignage et une signature censés prouver qu'il était bien vivant et impliqué dans l'affaire. Une question devient inévitable. Que s'est-il réellement passé? Et surtout, où était Brad? Pour comprendre, il faut revenir quelques semaines en arrière. Le 18 août 1996, environ 1 mois et demi après l'incendie de la maison de Mathias, une femme nommée Cheryl contacte la police pour signaler la disparition de son fils. La personne qu'on appelait Brad Reen, sa mère disait qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de lui depuis environ 1 semaine. Brad a grandi normalement, il a grandi à Washington DC, il a étudié et il a ensuite travaillé dans l'armée. Mais à l'âge de 22 ans, il a eu un grave accident de moto. Il n'est pas mort, mais son cerveau a été fortement touché. À partir de là, il n'était plus le même. Il est devenu instable et sans empathie. En 1979, il a été arrêté et condamné à 2 ans de prison. Après sa sortie, il s'est retrouvé impliqué dans une autre affaire et a de nouveau été arrêté. Cette fois, il a pris 3 ans de prison. Après avoir purgé sa peine, il a été libéré. La deuxième fois, sa mère l'avait amené à King County. Il avait ensuite été placé dans un endroit un peu isolé pour qu'il puisse vivre tranquillement, loin des problèmes. Et effectivement, à partir de ce moment-là, il n'a plus commis de crime. Il était discret, il faisait sa vie, loin des ennuis. Puis, un jour, il a disparu sans prévenir. Au début, lorsque la police a commencé les recherches, les soupçons se sont tournés vers une famille vivant près de chez lui. Ses frères avaient des tensions avec Brad et se disputaient souvent avec lui. L'un d'eux, environ 8 jours avant la disparition de Brad, avait été blessé par balle à la jambe lors d'une altercation. Il a survécu, mais cet événement a renforcé les soupçons autour de cette famille. Mais après vérification et enquête, les autorités ont finalement conclu qu'il n'était pas impliqué. Ils ont été écartés de l'affaire. Les enquêteurs ont alors poursuivi leurs investigations jusqu'à ce que l'affaire avance dans une autre direction. Pendant ce temps, Mathias, qui n'avait aucun lien direct avec cette disparition, a affirmé avoir obtenu un aveu de Brad concernant l'incendie de sa maison. Selon lui, cet aveu lui aurait été donné le 10 août. Le même jour, la police a découvert que Brad avait de nouveau contacté les autorités pour se plaindre de cette même famille, à cause d'un autre conflit. Plus tard, les enquêteurs ont appris que Mathias s'était rendu chez Brad ce jour-là. Des policiers devaient également s'y rendre, mais Mathias leur aurait demandé de le laisser y aller seul. Les voisins ont confirmé que Mathias est bien arrivé chez Brad. Selon leur témoignage, il lui aurait demandé de l'accompagner au commissariat, et Brad aurait accepté de partir avec lui. Après ce moment, Brad n'a plus jamais été revu. Tout cela s'est produit environ 1 mois et demi après l'incendie de la maison de Mathias. Plus tard, les enquêteurs ont de nouveau convoqué Mathias pour un interrogatoire où ils l'ont confronté à l'ensemble de ces éléments. Cette fois, il a changé de version et a affirmé être effectivement allé chez Brad. Et effectivement, Dordit Prue l'ont emmené au commissariat et là, il a obtenu de lui une déclaration signée dans laquelle il était écrit que lui et Bibi avaient incendié sa maison. Après ça, il a dit que Brad était déjà parti du commissariat et qu'il ne savait pas où il était allé. Il leur a aussi dit que s'il lui arrivait quelque chose, il fallait chercher son amie Jess Baby Hernandez parce que selon lui, il pourrait être lié à la disparition de Brad. Mathias a expliqué que puisque Brad l'avait dénoncé
en disant qu'ils avaient tous les deux incendié sa maison, ce Baby pourrait vouloir se venger de lui. La police a commencé à chercher cet homme, Jess Baby Hernandez. Mais ils ont trouvé quelque chose de très étrange, aucune trace de lui. Personne avec ce nom ni ce profil n'existait dans la région. Après vérification, les enquêteurs ont compris que Jess Baby Hernandez n'existait pas. C'était un personnage inventé par Mathias pour cacher ce qu'il avait fait. Concernant la déclaration signée, ils ont aussi découvert que même si la signature de Brad était réelle, le texte avait été écrit par Mathias lui-même. À partir de là, les enquêteurs sont devenus convaincus que Mathias était impliqué dans la disparition de Brad. Mais il n'y avait toujours aucune preuve et aucun corps n'avait été retrouvé. Les recherches ont continué jusqu'au dernier endroit où Brad avait été vu vivant. Et selon les voisins, c'était la voiture de Mathias. Les voisins ont dit qu'il était venu ce jour-là et qu'il avait demandé à Brad de monter dans sa voiture pour aller au commissariat. Après ça, Brad n'a plus jamais été revu. La police a saisi la voiture de Mathias et l'a fouillée. Au début, ils n'ont rien trouvé, mais en regardant mieux, surtout sous les sièges, ils ont fini par découvrir des traces de sang. Les analyses ont confirmé que ce sang appartenait à Brad. Mathias a essayé de s'expliquer. Il a dit que Brad s'était blessé dans la voiture et qu'il avait saigné. Mais cette version n'a pas convaincu les enquêteurs. La quantité de sang retrouvée était beaucoup trop importante pour une simple coupure. Pour vérifier ça, les enquêteurs ont même refait une reconstitution avec du faux sang dans une voiture. Le résultat était clair. Il fallait une quantité de sang bien plus grande pour obtenir ce qu'ils avaient trouvé. Pour eux, ça ne ressemblait plus à un accident, mais plutôt à quelque chose de beaucoup plus grave. Le 14 novembre 1996, Mathias a été arrêté et inculpé pour le meurtre de Brad, même si à ce moment-là, le corps n'avait toujours pas été retrouvé. Mais une question restait sans réponse. Où était Brad ? Quelques mois plus tard, la réponse est enfin arrivée. Dans une forêt. Le 2 février 1997, 2 randonneurs ont trouvé des restes humains en cherchant du bois. Les analyses ont confirmé qu'il s'agissait bien de Brad, mais seulement une petite partie du corps a été retrouvée, le reste ayant disparu avec le temps et les animaux. Les analyses ont ensuite confirmé qu'il s'agissait bien de Brad. À ce moment-là, l'enquête prenait une tournure définitive. Il ne s'agissait plus seulement d'une disparition, mais d'un homicide. Et toutes les pièces du puzzle semblaient enfin commencer à s'assembler. C'est à partir de là que les enquêteurs ont décidé de tout reprendre depuis le début, pour comprendre comment l'affaire avait réellement basculé. L'affaire remonte en réalité plusieurs semaines en arrière. Mathias envisageait de prendre sa retraite, mais il avait besoin d'argent pour vivre confortablement. C'est à ce moment-là qu'il aurait commencé à réfléchir à un moyen d'obtenir de l'argent facilement. Selon les enquêteurs, il aurait volontairement mis le feu à sa propre maison, dans l'espoir de faire croire à un acte criminel et de toucher une indemnisation de la compagnie d'assurance. Mais ce plan ne s'est pas déroulé comme prévu. Sa compagne, Roberta, a fini par parler aux enquêteurs et a révélé que plusieurs objets de valeur, censés avoir été détruits dans l'incendie, avaient en réalité été retrouvés intacts dans une cabane sur la propriété. Ces incohérences ont immédiatement renforcé les soupçons. Trop d'éléments ne collaient pas. Lors de son interrogatoire, Mathias a maintenu sa version des faits, mais les enquêteurs n'y ont plus cru. Il a compris que la situation lui échappait complètement. C'est à ce moment-là qu'il aurait commencé à chercher un moyen de détourner les soupçons en désignant d'autres personnes. Quelques jours plus tard, Brad contacte la police pour se plaindre de ses voisins. Mathias voit alors une opportunité. Il insiste pour intervenir lui-même et se rend chez Brad. Selon les témoignages, Brad monte volontairement dans son véhicule après leur échange. C'est la dernière fois qu'il est vu vivant. Par la suite, Mathias est de nouveau interrogé. Cette fois, il change de version et affirme que Brad avait avoué avoir incendié sa maison. Mais pour les enquêteurs, les incohérences deviennent trop nombreuses. Derrière l'image d'un policier respecté, ils découvrent peu à peu un homme manipulateur et dangereux, capable d'utiliser sa position pour servir ses propres intérêts. Le procès s'ouvre à l'été 1997. Malgré ses explications, les preuves matérielles s'accumulent contre lui. Finalement, Mathias est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Aujourd'hui, en 2026, il est toujours incarcéré, à l'âge de 79 ans. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines affaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.